Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. En 2011, avec Christophe Bataille, est donc paru chez Grasset L'élimination, le livre où Ritipan raconte ce qu'il a vécu. Et il entrecroise tout ça avec le face-à-face qui l'oppose, avec l'entretien qu'il a eu avec un des bourreaux du régime, le trop célèbre Douk. Alors bien sûr, tout ça fait un ensemble. Ce que nous allons essayer d'évoquer, c'est le parcours de Ritipan. Voici ce qu'il nous dit en 1975, j'avais 13 ans et j'étais heureux. Mon père avait été le chef de cabinet de plusieurs ministres de l'éducation successifs. Ma mère prenait soin de ses 9 enfants. Mes parents, tous deux issus de familles paysannes, croyaient au savoir. Mieux, ils en avaient le goût. Nous vivions dans une maison en banlieue proche de Phnom Penh, dans l'aisance, avec des livres, des journaux, une radio et un jour une télévision noir et blanc. Je l'ignorais alors, mais nous étions destinés à devenir, dès l'entrée des Khmers rouges dans la capitale le 17 avril de cette année-là, des nouveaux peuples, ce qui signifiait des bourgeois, des intellectuels, des propriétaires, donc des oppresseurs à rééduquer dans les campagnes ou à exterminer. Pour cet adolescent, pour sa famille et, disons-le, pour un tiers de la population, c'est le début d'un cauchemar. Le cauchemar se poursuit, me direz-vous, parce que le Cambodge a été entraîné dans la guerre du Vietnam dès 1970. Les Nord-Vietnamiens communistes ont établi au Cambodge des bases arrières. Ils ont soutenu les communistes cambodgiens, qu'on appelle les Khmers rouges, donc. Les États-Unis, à l'époque, ont beaucoup massivement bombardé le Cambodge. Les Khmers rouges en ont profité pour gagner du terrain, pour embrigader à tour de bras, notamment dans les campagnes. Et ils ont marché sur Phnom Penh le 17 avril 1975 pour instaurer cette espèce de régime-là qui s'appelait le Kampuchéa démocratique, avec à sa tête Pol Pot qui voulait rééduquer le nouveau peuple bourgeois. Il le faisait avec ses terribles milices, dont certaines étaient incroyablement jeunes, vous le savez, et puis par l'ancien peuple, c'est-à-dire les paysans et les ouvriers. Un ami du père de Ritipan l'avait prévenu avant l'arrivée des Khmers rouges. Vous devriez partir, vous devriez aller vous réfugier en Thaïlande, sauf que, pour quelle raison, c'est complexe à démêler. Toujours est-il que le père de Ritipan a refusé de partir. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il se dit peut-être, ce très haut fonctionnaire, vous avez compris, qui a dirigé les cabinets de plusieurs ministres de l'éducation au Cambodge, il se dit qu'il a peut-être après tout sa place dans dans la politique d'éducation du nouveau régime, puisqu'il est spécialiste de l'éducation. Sauf que dès les Khmers rouges au pouvoir, un soldat vient frapper à la porte. Prenez vos affaires et quittez la maison, tout de suite. Et là, il n'est pas question de faire autre chose. On obéit. Riti, avec ses parents, ses 3 sœurs, ses 3 neveux, qui ont 3 ans, 5 ans et 7 ans. Tout ce petit monde monte dans la voiture, on quitte la ville, comme tous les habitants de Phnom Penh. Et dans tout le pays, les Khmers rouges sont en train de déplacer cette population considérée comme nouveau peuple, cette population bourgeoise, est déplacée vers les campagnes. 40% de la population. Ça va très très vite, tout le monde est dans la sidération, il n'y a pas moyen de réagir. Très vite, nous nous sommes perdus dans la marée humaine, raconte Ritipan. Il y avait des femmes, des enfants poussant des brouettes, des hommes follement chargés, des gens hagards, et partout le regard froid, l'uniforme noir, les cartouches en bandoulière, des combattants de 15 ans. Ça fait partie de la terreur qui va s'instaurer, la jeunesse, encore une fois, de toutes ces milices. La première décision politique du nouvel ordre est d'ébranler la société, déraciner les habitants des villes, dissoudre les familles, mettre fin aux activités antérieures, professionnelles en particulier, briser les traditions politiques, intellectuelles, culturelles, affaiblir physiquement et psychologiquement les individus. Après 40 kilomètres, des soldats ordonnent à la famille d'abandonner la voiture, et donc maintenant il va falloir continuer à pied. On descend vers le sud, toujours plus au sud. Parfois, les Khmers rouges enferment en masse tous ceux qui sont comme ça dans l'exode, dans des espèces de pagodes où on les recense, où on les fouille. Un soldat feuillette le carnet d'une sœur de Riti. Il trouve une carte de visite du père. Panlov, chef de cabinet, ministère de l'Éducation nationale.
Ah, mais ça c'est une preuve, le soldat leur montre la carte. Sans dire un mot, il la conserve. Tout le monde est terrifié. Bon, il n'y aura pas de suite. En revanche, le beau-frère de Riti, qui est chirurgien et qui est resté à Phnom Penh pour soigner des blessés de guerre, lui va être tué. De même d'ailleurs que sa femme, archéologue, une des sœurs de Riti, qui est tuée également. On n'imagine pas à quel point tous les secteurs de la société cambodgienne ont été comme ça ravagés, littéralement. Il n'y a plus d'archéologues. Enfin, il a fallu tout reconstruire dans tous les domaines. La famille est maintenant éclatée. 2 sœurs sont envoyées dans un groupe de jeunes. Les parents, Riti et les enfants sont placés dans une famille de paysans qui vont leur apprendre à cultiver le riz, le manioc, le maïs. Riti apprend à faire avancer les bœufs d'eau dans les rizières. On lui apprend à traverser le fleuve, à accrocher à la queue de l'animal, à pêcher à main nue, à fumer avec les autres adolescents. Oh, il faut être honnête, pour ce gamin de 13 ans, il y a une part d'aventure dans ce qui est en train de se passer, bien sûr. On leur donne juste ce qu'il faut de nourriture pour survivre. Le soir, les Khmers rouges leur dispensent des cours d'idéologie. On leur lave littéralement le cerveau avec toutes ces idées communistes. Ils sont rééduqués. Et après la saison froide, Ritipan sent que les Khmers rouges se montrent de plus en plus crispés et plus violents encore, avec des insultes qui pleuvent et de plus en plus de brimades. Un jour, Ritipan voit des cadavres flotter sur le fleuve Blasak. Et il y en a beaucoup de ces cadavres, dont certains, enfin même tous, portent des traces de coups. Ce qui veut dire qu'il y a des tueries maintenant qui s'ajoutent à la famine. Il écrit « La privation est le moyen d'extermination le plus simple, le plus efficace, le moins coûteux et le moins explicite. Ni armes, ni slogan, ni riz, ni eau. » L'État a été placé l'État a été supprimé, disons les choses, remplacé par l'Angkar. L'Angkar, ça veut dire l'organisation. C'était le nom du noyau dirigeant des Khmers rouges à l'époque de la clandestinité. Tout ce petit monde, enfin, l'Angkar, cette espèce d'organisation omniprésente, un peu invisible, mais extrêmement violente, se trouve sous la férule de Pol Pot, bien entendu. L'organisation impose aux Cambodgiens de teindre tous les habits en noir. Il n'y a plus du tout de différence. Là, tout le monde en noir, on porte la même coupe de cheveux et on attribue des nouveaux noms. On interdit les mariages d'amour. Tu rapporteras tout à l'Angkar. Voilà un des slogans Khmer rouge. Autant dire que ce qui s'est abattu sur le Cambodge, c'est un nouveau régime totalitaire. Vous écoutez Radio Classique. Et ça y est, l'Angkar va déplacer de nouveau la famille Pan, cette fois en direction du nord-ouest. Alors, quand je dis déplacer, c'est dans des wagons à bestiaux. On est entassés debout avec énormément d'autres personnes déportées. On va les lâcher près de Mong, au milieu d'une plaine aride et déserte. Et là, il faut tout faire. Construire des baraques, labourer la terre sèche si on veut espérer avoir un peu quelque chose. Ils boivent l'eau brune d'un canal, ce qui fait que énormément tombent malades, bien entendu, avec cette famine qui s'aggrave. Riti va manger des racines, de la peau de vache séchée. On ramasse du liseron d'eau, tout ce qui peut être mangé, les épluchures, même des serpents. On se met à manger des serpents. Un matin d'hiver, les villageois sont réunis en cercle et un milicien pousse en avant une femme tremblante. Son fils de 9 ans se lève et crie « Tu es une ennemie du peuple. Les mangues que tu accueillis appartiennent à l'Angkar. Tu dois être jugé par la communauté. » Les cadres Khmer rouges scrutaient nos réactions, raconte Ritipan. Il n'y en avait aucune, chacun se tenait raide, silencieux, les yeux vides. La peur serrait la gorge, et bien sûr que cette femme, on ne la reverra pas. On raconte aussi l'histoire de ce père que les miliciens ont attaché dans une rizière jusqu'à ce que des milliers de fourmis le dévorent vivant. Sa faute, c'était d'avoir voulu donner à son fils de 5 ans 2 petits escargots à manger, parce qu'il fallait bien le nourrir. Voyez le degré de terreur dans lequel ce régime s'est installé. Ritipan va être envoyé sur le chantier d'une digue, on dit au front dans la terminologie communiste. La nuit, avec les autres enfants, ils dorment dans la forêt, dans les hamacs, des hamacs qui ont été accrochés à des palmiers au-dessus de tout ce qui grouille au sol, des serpents, des araignées, des scorpions, tout ce que vous voulez. On est dans cette jungle cambodgienne. Un jour, Riti reçoit carrément, alors qu'il est en train de travailler, il reçoit un coup de pioche sur le pied. Et comme il n'y a pas de désinfection,
désinfectant et qu'il n'y a pas de pansement non plus, avec l'humidité générale, la blessure finit par s'infecter, bien sûr. Et Lankar va le renvoyer dans le village de ses parents. Et là, sa mère va se démener pour trouver un petit peu de tissu qu'elle lave sans cesse. Elle va même trouver un cachet de pénicilline. C'est ça qui va sauver Riti. Sinon, elle n'aurait jamais pu raconter ce que je suis en train de vous dire là. Elle est fille de paysan, hein, je vous l'ai dit, la mère de Riti. Elle se souvient donc comment on cultive le riz. Le père, lui, a beaucoup plus de mal, disons-le. Riti assiste à la dégradation morale et physique de son père, qui ne parle plus du tout, qui maintenant refuse de s'alimenter, qui va finir par s'éteindre là, sous les yeux de son fils, avec son corps enfoui dans une rizière. La nuit, son épouse, sa veuve maintenant, et ses enfants se racontent les obsèques imaginaires qu'ils auraient pu faire pour leur père, mais il n'y a pas eu d'obsèques, mais ils font comme si, ils les rêvent, ces obsèques. Les obsèques qu'il aurait méritées. Je crois que ma foi dans le cinéma vient de ce jour-là, raconte celui qui deviendra réalisateur, peut-être à cause de ce film qu'il s'est fait, le film des obsèques de son père. Et puis, c'est autour de sa sœur de tomber malade, elle se met à enfler. On l'envoie dans un hôpital, si l'on peut dire, mais elle ne reviendra pas, parce que ce qu'on appelle hôpital, c'est un mouroir. Et puis il y a tous les neveux, les nièces qui vont mourir de faim, la mère de Riti, tellement tenace et forte cette femme pourtant, eh bien elle est brisée à son tour. Je cite de nouveau bien sûr le grand témoignage. « Ce matin-là, j'ai croisé ma mère que 2 hommes portaient vers la charrette à bœufs. Le chef du groupe que j'aimais bien était pressé, il m'a lancé « On va à l'hôpital de Mong ». Je marchais encore difficilement, je n'ai pas pu m'approcher, je n'ai pas pu parler à ma mère et lui souhaiter bon courage, je n'ai pas pu la remercier de ce qu'elle avait fait pour moi, pour mon pied, pour tout, pour la vie. Elle m'a salué de loin, les bras autour de ses 2 porteurs, et elle m'a lancé ces phrases « Il faut marcher dans la vie, Riti, quoi qu'il arrive, tu dois marcher ». C'était pas un conseil, c'était un ordre. J'avais la gorge serrée, j'ai esquissé un salut doux et lointain, je ne l'ai plus jamais revu. Alors le temps passe dans ces conditions effroyables. On est en 1977 maintenant. Lankar envoie Riti au bord du lac Tonlé Sap, toujours dans le nord. Il est là dans un camp plus dur. Il s'agit de couper du bois maintenant. Nous avions perdu la capacité physique et morale de penser la liberté, dit-il. Ceux qui s'échappent de toute façon ne survivent pas, ils sont repris. Personne n'est jamais seul dans le Kampuchéa démocratique. Extraordinaire d'ailleurs d'avoir accolé le mot démocratique à l'une des pires tyrannies jamais imaginées par l'homme. Il raconte encore, certains soirs, un chef Khmer rouge passait et désignait plusieurs personnes. Lankar vous a choisi pour faire des études, on part tout de suite. Ils disparaissaient ensemble dans la nuit, à pied, sans un bruit, et on les retrouvait la tête fracassée le lendemain. Il va retomber malade, il est victime de dysenterie maintenant, on le voit donc à l'hôpital de Mong, là, dans le fameux coin des mourants. Un garçon avec lequel il partage sa soupe lui dit « Tu ne dois pas rester là, sinon tu ne sortiras pas vivant ». Et il le fait dormir avec lui dans le coin des vivants, différent du coin des mourants. Riti se souvient que sa mère conseillait l'écorce de goyave contre les maux de ventre, et comme il en a trouvé, il arrive à se préparer une décoction et il va peu à peu guérir. Il est tout jeune, il est encore, comme on dit, dans la force de l'âge. Il travaille maintenant à l'hôpital. Il faut nettoyer, il faut faire des tombes aussi. Il est devenu fossoyeur, disons-le, transportant chaque jour son lot de cadavres, pieds nus, mains nues dans les fosses, avec la vermine, là, tout ça pue terriblement. Il va se faire 2 jeunes fossoyeurs pour amis, et avec cette débrouillardise et cette amitié, eh bien, il survit. Et puis un jour, au fond d'un placard, il découvre une boîte oubliée, et dedans, il y a plein de médicaments. Notamment, on voit des étiquettes, alors il déchiffre en français pénicilline, et il n'a pas vu qu'il y a un chef Khmer rouge qui s'est approché et qui l'a vu en train de lire. « Camarade, tu sais lire le français ?»« Non, quelques mots, pas vraiment, pas du tout, dit-il. » L'homme l'observe en silence, et puis d'un ton qu'il sent bien compréhensif, il lui dit « Fais attention !» Et il va le laisser tranquille, sans l'envoyer à la mort pour se souvenir de classe, pour se souvenir d'éducation française, si l'on peut dire. Une nuit, Riti regarde les étoiles, il aperçoit comme un reflet métallique dans le ciel et il imagine, parce qu'il a donc cette imagination de plus en plus débordante, il imagine qu'on lui envoie un appareil photo et puis là il revient à la réalité. Je ne comprenais pas pourquoi personne ne venait à notre aide, dit-il. Pourquoi nous étions abandonnés, c'était insupportable. La souffrance, la faim, la mort partout et le monde se taisait. Nous étions seuls, il n'y avait ni parachute,
ni appareil photo, et j'ai pleuré. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, sur un plan géopolitique, vous savez que dès leur prise de pouvoir, les Khmers rouges se sont retournés contre le Vietnam. Or, l'armée vietnamienne va finir par pénétrer au Cambodge en janvier 79. Ça va tout changer, ça. Ritipan voit passer à Hmong une unité blindée vietnamienne et tout de suite, la première chose qu'il va faire, puisqu'il sait où il y a une chemise blanche, il va revêtir une chemise blanche pour essayer de se débarrasser de la couleur noire du régime. Sauf qu'il y a un cuisinier qui est là qui lui conseille de la retirer. Il a raison parce que quelques jours plus tard, les Khmers rouges sont de retour. Et ils vont liquider ceux qui se sont réjouis de l'entrée des Vietnamiens à coups de pioche. Avec un camarade, ils fomentent un plan pour assassiner un des bourreaux du camp. Ils l'attendent caché au bord de la route. L'homme en question passe à vélo. Les garçons surgissent avec leurs machettes. L'homme s'arrête, il leur dit « Ça va, camarade ?» Et les garçons sont un peu décontenancés. « Ça va », répondent-ils. Les Khmers rouges vont envoyer tout le village en arrière. On fait monter les gens dans les montagnes à ce moment-là, vous savez ça. La surveillance va se relâcher un petit peu. Riti est atteint de paludisme, mais il arrive encore une fois à résister. Et devant l'avancée des Vietnamiens, les Khmers rouges finissent par s'enfuir. En tout cas, tout ce qu'il y a d'encadrement dans le régime s'enfuit vers la Thaïlande. Au village, Ritipan retrouve sa sœur, la seule à avoir survécu. Ils décident de passer eux aussi en Thaïlande, sauf que les Thaïlandais ne peuvent pas accueillir tous ces réfugiés. Ils les pourchassent, ils les repoussent vers les Khmers rouges qui restent ou vers des champs de mines. Riti, sa sœur et d'autres réfugiés vont vivre des semaines terrés dans la forêt. Et un jour, il y a un journaliste qui les découvre, qui les signale à la Croix-Rouge et on va comme ça les extirper. Ils ont eu beaucoup de chance d'ailleurs d'être sauvés parce qu'énormément de ces groupes réfugiés perdus et ballottés ont été déclarés disparus. Franck Ferrand sur Radio Classique. En 1979, j'atterris à Grenoble où je suis accueilli par ma famille. Il a 2 frères en France. Je ne raconte pas ce que j'ai traversé ou à peine. J'écris un court texte en khmer sur ces 4 années. Ces pages d'autrefois s'envolent dans le temps. Je ne les verrai jamais plus. Parler est difficile, dit-il. J'entre au collège. Je découvre le pays dont j'ai tant rêvé et la liberté. Il fait froid et sombre. Je ne sais ni lire, ni écrire, ni parler français ou si peu. Je suis ailleurs, j'ai peu d'amis. Que dire et à qui ? Très vite, je me tourne vers la peinture. Je copie, j'esquisse. Je dessine des barbelés et des crânes. Des hommes en tenue rayée. Des arches de métal surveillées par des chiens. Et puis, je me mets à la guitare et je découvre le travail du bois. C'est 10 ans plus tard seulement que Ritipan va se saisir d'une de ces caméras dont il avait rêvé du tréfonds de l'enfer. Et il va entrer dans une école de cinéma et commencer son œuvre de mémoire, on doit pouvoir appeler ça comme ça. Les Khmers rouges auront assassiné 1 700 000 des 6 millions de Cambodgiens que comptait le pays à leur arrivée au printemps 1975. Ainsi, après 30 ans, écrit encore Ritipan dans l'élimination, les Khmers rouges demeurent victorieux, les morts sont morts, et ils ont été effacés de la surface de la terre. Leur stèle, c'est nous. Mais il y a une autre stèle, le travail de recherche, de compréhension, d'explication qui n'est pas une passion triste. Ils luttent contre l'élimination. Le dernier film de Ritipan est sorti en 2024, ça s'appelait « Rendez-vous » avec Pol Pot. Vous écoutez Radio Classique.